Alors, je vous remercie d'être ici présent et je vous prie d'abord de m'excuser parce que j'aurais dû simplement être ici pour poser des questions à Madame Delay qui malheureusement ne peut pas venir pour des raisons médicales. Je vais donc être tout seul. Je vous prie donc sincèrement de m'en excuser. Je vous prie une deuxième fois de m'excuser parce que il y a quelques années, avec Guy Rivière, j'étais venu à Alençon déjà pour parler de l'Académie française. Donc, une partie d'entre vous vont peut-être entendre quelque chose qui ne sera pas nouveau pour eux. Je vous prie aussi de m'en excuser. Avant de commencer à parler de l'Académie, je vais parler un peu de Florence Delay, qui aurait dû être à mes côtés, enfin, qui aurait même été normalement la vedette de cette session. Florence Delay est intéressante pour plusieurs points. D'abord parce qu'elle est la 4e femme à avoir été à l'Académie française, et aussi, comme elle le signale parfois, parce que avant son arrivée à l'Académie française, il était arrivé qu'il y ait des familles d'académiciens. Je pense au Rostand, par exemple, Edmond, qui avait été académicien, comme son fils, après lui, Jean. Il y a eu des frères, comme les De Breuil, qui ont siégé à la même époque à l'Académie française. Mais Florence Delay était la première fille d'un académicien à entrer à l'Académie française. Son père, effectivement, Jean Delay, est un peu le père de la... En plus d'être le père de sa fille, est le père de la psychiatrie moderne. Et si je parle d'elle, si je parle aussi de son père, c'est pour plusieurs raisons. Son père a été un élève très très brillant, au point que, quand il a passé son baccalauréat, il a dû demander l'autorisation au ministre de l'époque, Léon Bérard, parce qu'il a passé son baccalauréat avant d'avoir l'âge de 14 ans. Il a par la suite été un élève... et puis un étudiant particulièrement brillant. Et il a été donc à l'Académie française. Et je vous ai parlé de Léon Bérard tout à l'heure. Quand Léon Bérard est mort, c'est Jean Guiton qui lui a succédé, et Florence Delay a succédé à Jean Guiton. Donc il y a une espèce de filiation, il y a des hasards objectifs, si l'on peut dire, qui rapprochent Florence Delay de l'homme qui avait autorisé son père à commencer ses études, oui, même à l'âge de 14 ans. Florence Delay est... Oui, pardon, j'y reviens. Jean Delay a écrit sur ce qu'on appelle parfois une psychobiographie sur la jeunesse d'André Gide. Il était très ami d'André Gide et il a aussi connu particulièrement bien Martin Dugard. Il a d'ailleurs, c'est lui qui a édité la correspondance de Martin Dugard, qui vivait dans l'Orne, vous le savez, avec Gide, et la correspondance de Martin Dugard et Copeau. Et si je parle de Gide, c'est parce que Gide, vous savez, disait qu'il ne fallait pas avoir une âme habituée. Et le fait de ne pas avoir cette âme habituée, le fait d'avoir cette disponibilité par rapport au monde, est, me semble-t-il, une des choses qui caractérise Florence Delay. Elle a su saisir toutes les occasions qui s'offraient à elle, mais ces occasions qui étaient provoquées aussi par son talent et par son travail. Florence Delay était un grand écrivain, mais elle a été aussi une actrice. Peut-être que certains d'entre vous le savent, peut-être que d'autres l'ignorent. C'est elle qui jouait Jeanne d'Arc dans le Jeanne d'Arc de Bresson au début des années 60. Florence Delay et toujours d'ailleurs, Florence Delay est une grande amoureuse du théâtre. Elle a écrit d'ailleurs un essai très intéressant qui s'appelle La vie comme au théâtre. Et dans ce livre, elle raconte que pour elle, le théâtre a commencé quand elle était à l'école primaire chez les sœurs, et qu'on lui a demandé, il y avait à la fin de l'année, on montait des pièces de théâtre, et on lui avait demandé de jouer le rôle de l'âne Cadichon. C'était un peu offusqué qu'on lui demande de jouer le rôle d'un âne, et la religieuse lui avait dit qu'il ne fallait pas s'offusquer, puisque c'était sur un âne comme ça que Jésus était entré en gloire à Jérusalem. Et
comment dire, ce qui est intéressant, c'est que bien des années plus tard, évidemment très très longtemps plus tard, Florence Delay a écrit un très très intéressant livre qui s'appelle « Il n'y a pas de cheval sur le chemin de Damas », dans ce livre, elle raconte que on imagine toujours le moment où Saint Paul est touché par Jésus qui lui demande par Dieu, qui lui demande pourquoi il le martyrise, et tous les tableaux à partir du XIIIe siècle représentent Saint Paul tombé de son cheval. Et le cheval, dans un grand nombre de tableaux, est presque la pièce maîtresse de la toile. Et en fait, dans les textes, il n'est pas question de cheval. Et c'est aussi une des qualités, me semble-t-il, de Florence Delay, c'est que, outre le fait qu'elle soit un grand écrivain, c'est un grand lecteur, c'est quelqu'un qui perçoit bien les choses, qui est capable de signaler ce qu'il y a d'intéressant dans des choses, dans des objets qui pourraient nous paraître triviaux. Elle l'a fait aussi, alors c'est pas avec des choses ou des objets qui nous paraissent triviaux, elle a écrit un essai qui s'appelle « Haute couture », et dans cet essai qui s'appelle « Haute couture », elle s'intéresse, et c'est quelque chose auquel je crois personne n'avait songé avant elle, à décrire et à montrer comment le costume des saintes martyrs sont extraordinaires de beauté, d'élégance, de couleurs, comment il y a un chatoiement des couleurs, il y a un travail sur le pli, sur le tombé des vêtements, qui s'oppose à la rigueur un peu ascétique des vêtements quand ils sont portés par des saints, par des hommes, par des saints martyrs. Et pour ça, elle a pris le martyrologe. Donc, c'est un ouvrage où sont concentrés les différents. C'est toute une liste de saints, mais surtout, ce livre a aussi un caractère effrayant parce que dedans sont recensés tous les martyrs qu'on leur a imposés pour essayer de leur faire abjurer leur foi, et martyrs auxquels ils ont résisté et qui souvent s'enchaînaient. Et à côté de la cruauté de ce qui est raconté dans le martyrologe, Florence Delay réussit aussi à saisir la beauté de ce qui se trouve dans les vêtements. Il y a un contraste très très fort et qu'elle met merveilleusement bien en scène dans ce petit essai. Comment dire, elle a donc... Ah oui, alors, Florence Delay a toute sa vie adoré le théâtre, et elle a été l'assistante de Villard et ensuite celle de Vitesse. Et Florence Delay explique que quand elle a demandé à Villard si elle pouvait travailler avec lui, alors il y a peut-être une part de fausse modestie, mais je pense qu'il y a une part d'ingénuité qui est vraie chez elle. Elle explique que probablement Villard ne l'a pas pris pour ses qualités, mais parce qu'elle était certainement la spectatrice la plus assidue des pièces que Villard montait. Et ensuite, elle explique sa vie quand elle est avec Villard, et par certains côtés, ça fait un peu penser à ce que racontent les anciens comédiens du Splendide. Vous savez, qui expliquent qu'ils faisaient tout dans le théâtre, ils faisaient ils rebouchaient les plâtres des murs, et ils vendaient les tickets. Et Florence Delay fait ça à Avignon. Elle est souffleuse, elle participe elle aide à monter les décors. Mais c'est vraiment un pied pour elle, un grand pied, si je puis dire, pour elle dans le théâtre. Et ensuite, elle va de nouveau jouer un grand rôle dans le théâtre. C'est que Florence Delay est agrégée d'espagnol, elle est professeure de littérature comparée à Paris. Et elle s'intéresse particulièrement au siècle d'or espagnol. Et par exemple, quand la Comédie Française monte des pièces de cette époque, c'est dans la traduction de Florence Delay. Une partie du théâtre espagnol du siècle d'or, dans la Pléiade, est traduit par Florence Delay. Donc vous voyez, il y a un amour multiforme de Florence Delay pour le théâtre, et il me semble que le théâtre le lui rend bien. Et si je parle de ces traductions, c'est parce que il y a un autre côté intéressant dans le rapport de Florence Delay avec les langues, c'est qu'elle a participé il y a une trentaine d'années à une opération qui, me semble-t-il, on n'avait jamais fait de telle auparavant, c'est-à-dire qu'elle a participé à ce qu'on appelle la traduction gaillarde de la Bible.
Et cette traduction consistait à demander à des binômes de traduire la Bible. Et dans ces binômes, il y avait un hébraïsant et un écrivain qui ne connaissait pas l'hébreu et qui discutait avec l'hébraïsant pour voir quelle serait la meilleure manière en français de rendre compte du texte original. Et donc, Florence Delay a fait partie de cette grande aventure. Dans les autres qui ont participé, on peut citer aussi Emmanuel Carrère, par exemple. Voilà, donc j'espère que ces quelques mots d'introduction vont vous faire regretter encore plus l'absence de Florence Delay, qui vous aurait dit évidemment tout ça bien mieux que moi, et vont aussi vous donner l'envie de lire ses livres et, qui sait, de revoir le Jeanne d'Arc de Bresson. Je vais maintenant, si vous le voulez bien, essayer de parler un peu de l'Académie française. Quand j'ai signalé à mes collègues que j'allais parler de l'Académie française, ils m'ont dit « pense à parler du dictionnaire ». Donc je pense que, voilà, je crois que même sans leur recommandation, je n'aurais pas oublié de le faire, mais je vais le faire. Je vais m'excuser un peu maintenant auprès de vous parce que, comme je vous le disais, j'ai une partie de ce que je vais vous lire maintenant, je l'avais dit déjà quand j'étais venu à Alençon il y a quelques années, mais quand j'étais venu à Alençon il y a quelques années, je connaissais relativement bien mon texte. Maintenant, je pensais que c'était Madame Delay qui allait essentiellement parler, donc je l'ai un peu oublié. Voilà, je suis incapable de vous le dire par cœur, et plutôt que de le bredouiller maladroitement, je vais être obligé de vous en lire des passages. Voilà, si ça vous semble trop ennuyeux, vous faites des grands signes, et puis j'essaierai de le dire, mais au début, je préfère essayer de vous le lire. Voilà. Donc, en 1694, l'Académie faisait au roi l'offrande de la première édition de son dictionnaire. 330 ans plus tard, voilà que va paraître le 4e tome, le dernier, de la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française. C'est évidemment quelque chose de très très important, d'autant plus qu'il n'est jamais arrivé qu'il faille autant de temps entre deux éditions du dictionnaire de l'Académie française. La dernière édition complète datée de 1935, celle-ci, vous voyez, il lui aura fallu 89 ans pour l'achever. Alors, 89 ans, c'est très très long, surtout si l'on songe que, par exemple, au XVIIIe siècle, il y a eu 4 éditions. Il n'y en aura eu qu'une dans tout le XIXe. Il y a plusieurs excuses qui peuvent expliquer ce retard. La 8e édition donc, a été publiée en 1935. Après, il y a eu la guerre. Après la guerre, il y a eu l'épuration. L'Académie ne se portait pas si bien que ça. Comment dire, tous les académiciens, loin s'en faut, n'avaient pas été résistants. Et il y a eu un petit peu de mal. Mais, bon an, mal an, les académiciens se sont remis au travail et ont décidé de produire ce qui devait être la 9e édition du dictionnaire. Ça a pris beaucoup de temps, essentiellement parce que les académiciens ne se réunissaient que le jeudi après-midi et que ces 3 heures où ils se réunissaient, à 40, on ne travaille pas obligatoirement très bien. On parle parfois d'intelligence collective, mais il arrive aussi que s'il y a trop de personnes qui sont sur un même sujet, ces personnes se gênent et que tout ne soit pas très bien. Donc, les travaux ont avancé, mais ils ont avancé lentement, à tel point que donc, ça a commencé malgré tout après la guerre, et au début des années 60, on en était à concile. C'est-à-dire qu'on était avancé, on était quand même allé très peu vite. Quelques années plus tard, on en était arrivé à courbature. Donc, à ce moment-là, Maurice Druon s'est dit qu'il faudrait absolument faire quelque chose et que si les académiciens continuaient à travailler à cette vitesse, la 9e édition paraîtrait en 1922. Pardon, pas en 1922, elle paraîtrait au 22e siècle.
c'était trop long. Donc Maurice Ruon a réussi à obtenir du gouvernement qu'on libère, pour faire un travail préparatoire à l'Académie, quelques agrégés. Donc, depuis cette époque, les agrégés font le travail préparatoire, ils font les recherches, ils font les définitions qui sont soumises ensuite aux académiciens. Et le travail, à partir de cette époque, a été un peu accéléré. Même s'il a toujours été, même s'il a été moins vite qu'on aurait pu le souhaiter. Mais les choses ont avancé petit à petit et l'Académie a régulièrement produit des tomes. Et donc le dernier va paraître dans un mois. Voilà, au mois de novembre, vers la mi-novembre, va sortir le 4e et dernier tome de l'édition, de la 9e édition du dictionnaire. S'il a fallu du temps, donc il y avait ce problème technique, si je puis dire, qui explique la lenteur de l'avancée des travaux, mais ça n'est pas la seule raison. La première édition du dictionnaire, parue en 1694, comptait 18 000 mots. La 8e, parue en 1935, en comptait 32 000. Ce qui veut dire que de la première à la 8e édition, on avait ajouté 14 000 mots. C'est quelque chose d'important, mais l'édition présente comptera un peu plus de 53 000 mots. Ce qui veut dire qu'entre la 8e et la 9e, on aura ajouté 21 000 mots, soit bien plus qu'on en avait ajouté entre la première et la 9e édition. C'est en partie cela qui explique la lenteur des travaux. Même si de tout temps, Maurice Ruon le signalait déjà dans la préface de sa première édition, de tout temps on a moqué un peu l'Académie pour la lenteur des travaux. Alors, le dictionnaire de l'Académie est un dictionnaire de l'usage et s'efforce aussi d'être un dictionnaire du bon usage. L'Académie, vous le savez peut-être, avait eu comme mission, outre le dictionnaire, de préparer une rhétorique et une grammaire. La rhétorique a été définitivement abandonnée. Un académicien avait sorti en 1932, avec l'aide d'un agrégé de grammaire, une grammaire dite grammaire de l'Académie française. Elle n'était pas de très bonne qualité, elle a été fortement critiquée par le grammairien Bruno et elle a été abandonnée. Aussi, l'Académie s'efforce-t-elle d'être, dans la mesure du possible, une grammaire par l'exemple. Et cette volonté d'être une grammaire par l'exemple s'est développée au fur et à mesure de l'avancée des travaux de la 9e édition. C'est-à-dire que dans la dernière partie de la 9e édition, par exemple, on s'efforce de ne pas... quand il y a des participes passés, on s'efforce de les mettre avec des noms féminins pluriels pour que l'on voit si l'on doit accorder ces participes passés ou s'ils doivent rester invariables. Parce que si on le faisait avec un nom masculin singulier, on ne se rendait pas compte. Donc, voilà, on essaie d'être utile au lecteur. Et cette volonté d'être utile, elle était manifestée dès la première édition de l'Académie française. Dans la préface de cette première édition, on pouvait lire ceci. Le dictionnaire de l'Académie ne sera pas moins utile, tant à l'égard des étrangers qui aiment notre langue, qu'à l'égard des Français même, qui sont quelquefois en peine de véritable signification des mots ou qui n'en connaissent pas le bel usage et qui seront bien aises d'y trouver des éclaircissements à leurs doutes. Cette volonté d'être utile, c'est toujours la volonté de l'Académie française. Elle n'a jamais eu autre chose, d'autres volontés que celle-ci. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'usage. L'Académie française s'est attachée à dire ce qu'était l'usage, et elle le montre dans les différentes éditions de son dictionnaire. C'est-à-dire que d'une édition à l'autre, l'orthographe
le sens de certains mots ont changé. Pourquoi? Parce que le monde dont on rend compte par la langue ou par les langues avait évolué, donc la langue avait évolué, et l'Académie française en rend compte par son dictionnaire. Et l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est le plus vieux dictionnaire de langue, et ça lui permet d'avoir une espèce de hauteur de vue qui lui permet de juger des évolutions. Et cette hauteur de vue et sa longue inscription dans le temps font aussi qu'elle est moins susceptible que d'autres dictionnaires d'être sujette aux modes. C'est-à-dire que l'Académie française ne cherche pas obligatoirement à insérer dans son dictionnaire tous les mots qui sont à la mode, qui passent pour quelque temps, et où, comme disait Maurice Druon dans la préface de la 9e édition, les mots qui, venus avec la dernière pluie, s'en iront avec la prochaine sécheresse. Hein? Donc ces mots-là, effectivement, on considère qu'ils ne sont pas validés par un long usage et que donc l'Académie n'a pas à les entrer. Alors, évidemment, ce choix, c'est toujours un peu un pari parce que, parce que l'usage peut ne pas être, l'usage ne suit pas obligatoirement l'usage échappe en tout cas à ceux qui veulent l'inscrire. Il y avait un académicien, Michael Edwards, qui avait noté que dans une grammaire de 1874, par exemple, on recommandait de ne pas dire embrouillamini, mais brouillamini. Voilà, l'usage a donné tort aux grammairiens, c'était Chapsal, je crois. Alors, si je le signale, c'est pas pour essayer de me moquer de Chapsal, mais c'est pour vous montrer la fragilité, malgré tout, le fait qu'il y a toujours un petit peu un pari dans l'usage. L'Académie, donc, avec son dictionnaire, voulait être utile, elle le veut toujours. Il y avait eu un problème, c'est que le dictionnaire de l'Académie française, le premier, vous savez, il a été offert au roi en 1694. Et le premier, globalement, il a été lu par les gens de la cour, par les gens de la noblesse, et par la suite, les autres éditions du dictionnaire de l'Académie française ont toujours voulu être utiles, mais ils étaient tirés en peu de nombre, en peu d'exemplaires, et en gros, qui n'avaient pas les moyens personnels de se l'offrir, et il n'était pas un ouvrage de grand tirage, et qui n'avait pas les moyens personnels de se l'offrir, ou qui n'avait pas à portée de main une grande bibliothèque, n'avait pas accès au dictionnaire de l'Académie française. La 9e édition, le dernier tome, va être tiré à quelques milliers d'exemplaires. Donc on pourrait considérer qu'une fois de plus, peu nombreux seront ceux qui pourront l'avoir, et que ce faible nombre de lecteurs va contrevenir à l'ambition de l'Académie d'être utile. Mais pour la 9e édition, il va se passer une révolution. Une véritable révolution qui est un peu semblable à celle qui s'est passée quand, en 1905, Pierre Auger, le successeur de Pierre Larousse, a décidé de créer un Petit Larousse. Vous savez, c'est le Petit Larousse qui, pendant très longtemps, disait-on, était le seul ouvrage qu'on trouvait dans les fermes les plus reculées, dans les maisons les plus reculées, avec, ajoutait-on parfois, le catalogue de la manufacture des armes et cycles de Saint-Étienne. Maintenant, le dictionnaire de l'Académie française va être accessible à tous, pratiquement à tous, dans la mesure où, en même temps que va sortir la 9e édition en version papier, cette édition va être aussi disponible sur l'Internet et elle sera en accès gratuit. Ce ne sera pas la seule chose, c'est qu'avec la 9e édition en libre accès sur l'Internet, vous aurez aussi accès aux 8 premières éditions. C'est-à-dire que cette édition fait
je vous l'ai dit tout à l'heure, 52 ou 53 000, il y aura 52 ou 53 000 mots dans cette édition, mais si on cumule les 9 éditions, c'est 250 000 entrées qui seront accessibles à tous, à tout moment et partout dans le monde. Ces 250 000 entrées, ce n'est pas quelque chose de négligeable parce que, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, ça vous permet de voir l'évolution des mots. Il y a des choses qui sont intéressantes. J'ai travaillé il y a quelque temps sur le mot insurrection. Le mot insurrection, il apparaît dans la 5e édition du dictionnaire de l'Académie française en 1798. Le dictionnaire de l'Académie française de 1798, c'est à la fois le dictionnaire de l'Académie française, mais d'une certaine manière, c'est le dictionnaire de la Révolution française. C'est-à-dire que dans le dictionnaire, dans la préface, il est expliqué en quelque sorte que presque le premier agent qui a permis l'arrivée de la Révolution française, le changement de régime, c'est le dictionnaire de l'Académie française, c'est l'Académie française. Pourquoi ? Parce que, comme les académiciens, quelle qu'ait été leur dignité, se traitaient d'égaux à égaux, et que cette égalité entre hommes d'horizons différents s'est propagée peu à peu dans la société, et que l'Académie a été pour beaucoup, et qu'il y a été aussi pour beaucoup, justement parce qu'elle donnait au public la définition des mots, la manière exacte de servir des mots, et que les mots pouvaient devenir une forme d'arme, et que c'est ce qui explique un peu la venue de l'Académie française. Donc, en 1798, le mot insurrection est noté de manière très favorable. Et l'exemple qui est donné, c'est l'insurrection des Américains. Donc, vous savez, c'est la révolte des Américains contre qui ne veulent plus être simplement une colonie anglaise. Et c'est quelque chose d'important parce que les révolutionnaires français se sentaient tout à fait cousins des révolutionnaires américains. Si on poursuit de 1835, donc l'édition de 1835, c'est celle qui suit 1798, et là c'est intéressant parce qu'on parle de l'insurrection grecque, et à l'époque, à l'Académie française, il y a des gens comme Chateaubriand, par exemple, qui sont, vous savez, ce qu'on a appelé les philhellènes, au nombre desquels, à l'étranger, on ajoutera Byron, qui est mort en se battant pour la Grèce. Et donc, de 1835, on donne l'insurrection grecque en exemple, jusqu'en 1935, on parle de l'insurrection grecque, et je ne sais pas pourquoi. Dans l'édition actuelle, on ne parle plus du tout de cela, et comme exemple, on dit plutôt mater l'insurrection. Vous voyez, il y a quand même une évolution de la langue qui traduit une évolution de la société qui, me semble-t-il, est intéressante. Je vous ai parlé donc de cette édition en ligne, avec laquelle vous avez aussi de nombreuses autres fonctionnalités, grâce à cette édition en ligne, vous avez accès à une rubrique qui s'appelle Questions de langue, dans laquelle sont traitées les questions qui nous sont le plus souvent posées. Vous avez accès à une rubrique qui s'appelle Dire, ne pas dire. Vous avez accès à... vous avez accès aussi à des activités pédagogiques. Et enfin, on a parfois reproché au dictionnaire de l'Académie française d'être un dictionnaire qui n'avait pas de citation. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est une question qui a toujours été débattue pour les académiciens. Une partie d'entre eux était pour, une partie d'entre eux était contre. Voltaire, par exemple, qui fut académicien, était contre, disait qu'un dictionnaire sans citation n'était qu'un squelette. Alors, il y a quand même plusieurs raisons qui expliquent le fait que l'Académie n'ait pas de citation dans son dictionnaire. C'est qu'il y a une forme de modestie. Il y a une partie des citations qui amènerait les académiciens à citer eux-mêmes ou à citer leurs confrères passés. Donc ça, les académiciens n'en voulaient pas, mais ce n'était pas la raison principale. La raison principale, c'est que les citations d'écrivains ne rendent pas obligatoirement compte de l'usage ordinaire d'un mot. Les écrivains sont des gens qui jouent sur les mots, qui forcent parfois justement l'usage ordinaire d'un mot, et il arrive assez fréquemment que les dictionnaires pour lesquels l'Académie a le plus grande estime, qui donnent des citations,
sont obligés parfois de forcer un peu le sens du mot pour que le sens qu'il a dans une citation puisse rentrer dans la définition qui est donnée. Mais cela étant, on peut considérer effectivement que c'est un petit peu embêtant qu'il n'y ait pas de citation dans le dictionnaire de l'Académie française. Et ce problème va bientôt être résolu dans la mesure où, avec le dictionnaire de l'Académie française, il y aura un lien qui permettra de toucher, d'accéder au trésor de la langue française, qui est un grand ouvrage, qui compte, lui, grand nombre de citations. Et donc, si les lecteurs le souhaitent, ils auront accès aussi au trésor de la langue française. Voilà à peu près ce que j'avais à dire pour le... Ah oui, si, pardon, encore, j'ai oublié une chose, c'est que le dictionnaire sera bientôt, on pourra l'avoir bientôt avec des applications gratuites. Sur votre téléphone, sur votre smartphone, vous pourrez avoir facilement, gratuitement le dictionnaire. Maintenant, si vous voulez, je peux vous parler des élections à l'Académie française ou, si vous le souhaitez, si vous avez des questions à poser sur le dictionnaire, je peux essayer d'y répondre. Oui ? Alors, comment dire, théoriquement non, parce que c'est un dictionnaire d'usage et c'est le dictionnaire de la langue commune. Et les jargons particuliers n'appartiennent pas à la langue commune. Ce sont des jargons tout à fait respectables, mais ils n'appartiennent pas à la langue commune, de même que n'appartiennent pas à la langue commune toute une partie du vocabulaire scientifique. Vous savez, les entomologistes estiment qu'il y a 1 million d'espèces d'insectes dans le monde. Bon, alors c'est une estimation, mais on ne va jamais entrer, par exemple, dans un dictionnaire d'usage courant, on n'entrera jamais les 100 000 noms d'insectes qui sont connus. Le dictionnaire de la chimie de Duval a environ 80 000 entrées. Je ne pense pas qu'il y ait 1% des entrées qui sont dans ce dictionnaire qui figurent dans un dictionnaire d'usage. Donc les jargons de métier, on ne les rentre pas dans le dictionnaire jusqu'à, ce qui arrive parfois, jusqu'à ce qu'ils sortent du cadre dans lequel ils sont nés et qu'ils entrent dans la langue commune. S'ils entrent dans la langue commune, alors effectivement, on les rentre dans le dictionnaire. On a plusieurs centaines de mots dans notre dictionnaire où il est noté dans l'argot des, et puis des étudiants, des bouchers, des médecins, et on fait figurer des mots qui auparavant leur appartenaient en propre et qui maintenant ont gagné la langue courante. Voilà. Comment ? Alors, comment dire ? Ce sont les gens du service dictionnaire qui font les recherches. Au fur et à mesure qu'on avance dans notre dictionnaire, on définit obligatoirement tous les mots qu'on a déjà utilisés. Ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Après, on regarde, on essaie de voir quels sont les mots qui sont dans l'usage. Et justement, c'est comment dire, ça répond un peu à ça. Pardon, c'est dans le prolongement de la question de monsieur. C'est-à-dire que on prend des mots qui sont dans l'usage et qui sont dans l'usage commun. Alors, c'est pour ça aussi que, à partir de la 9e édition, de plus en plus, on s'ouvre par exemple aux mots de la francophonie, quand ces mots sont sortis une fois de plus de l'endroit où ils sont nés et ont gagné de plus larges régions. Puis sur les 21 000 mots, par exemple, je crois que sur les 50 premiers mots de l'édition de notre dictionnaire, il y en a 23 qui sont des entrées nouvelles. Évidemment, entre 1935 et 2024, les sciences, dans tous les domaines, les sciences dures, la biologie, la physique, la médecine, mais aussi les sciences humaines, ont fait d'extraordinaires progrès. Il y a une énorme quantité de mots qui sont entrés dans l'usage courant, qui ont quitté, ou éventuellement qui ont quitté un caractère jargonnant. Mais il peut arriver que l'entrée ou non d'un mot fasse débat. Par exemple, quand les académiciens
quand le service du dictionnaire a proposé le mot matrilinéarité. À ce moment-là, Jean Dutour, qui était académicien, a dit « mais on ne va jamais rentrer ce mot-là, qu'est-ce que c'est que ce jargon, ça fait pédant, non, non, il est hors de question qu'on entre ce mot ». Et Claude Lévi-Strauss, qui était aussi académicien, a dit « écoutez, c'est un mot que j'utilise tous les jours dans mes travaux ». Et Jean Dutour a dit « monsieur le professeur, évidemment, si vous utilisez tous les jours ce mot-là dans les travaux, évidemment, on va le rentrer ». Voilà. Donc, mais il peut arriver voilà, qu'il y ait débat, il arrive parfois qu'il y ait des votes pour savoir si on va entrer tel ou tel mot. Oui ? Comment ? Oui, il y a des mots qui disparaissent. Alors, les mots qui disparaissent, le plus souvent, c'est des mots qui étaient déjà considérés comme vieillis dans la 8e édition. Certains étaient notés comme vieillis depuis la 5e édition déjà. Mais l'Académie française considérait, et considère toujours d'ailleurs, qu'elle a un devoir patrimonial et qu'il est donc normal qu'elle ait aussi pendant un temps, il était normal qu'elle ait fonctionné comme une forme de conservateur. Alors maintenant, dans la mesure où les éditions anciennes sont accessibles, peut-être que les académiciens pourront avoir la main un peu plus lourde pour éliminer des mots, parce qu'avant, ils le faisaient vraiment avec le plus grand tact et avec... c'est toujours un peu à regret qu'ils les voyaient partir. Alors, les académiciens essayaient de ne pas éliminer des mots qui étaient d'usage courant dans la littérature du XVIIIe ou du XIXe siècle. Du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Mais il fallait en même temps qu'il soit d'usage courant, parce que si on prend Notre-Dame de Paris, par exemple, de Victor Hugo fait parler les mendiants du XIVe, XVe. Évidemment, il y a plein de mots, il y a des mots qu'il crée, ou alors il y a des archaïsmes qu'il reprend pour le plaisir du mot. Donc cela, même s'ils appartiennent à un très très grand auteur, n'étaient pas dans la langue courante, et donc ceux-là éventuellement n'y ont pas figuré, et éventuellement ont été éliminés. Mais en général, les mots, d'autre part, les mots qu'on élimine sont des mots donc, qui sont vraiment vieillis, qu'on n'utilise plus, et dont on peut deviner le sens. Hein, par exemple, si vous avez un verbe, si vous connaissez le verbe chanter, vous savez quel sera le sens du nom chanteur. Chanteur, ce sera la personne qui chante. Alors, c'est pour ça, par exemple, que dans la 9e édition, on a retiré le mot abuseur, et qui était défini dans la 8e édition comme personne qui abuse. Donc, vous voyez, ce type de mot, on peut l'enlever sans trop de remords. On a enlevé aussi, comme ça, un certain nombre d'adverbements, dans la mesure où les adverbements sont tirés d'adjectifs. Si on connaît le sens de l'adjectif, on connaît le sens de l'adverbement. Cela étant, je vous ai dit tout à l'heure que faire rentrer des mots, supprimer des mots, c'était toujours une forme de pari. Et je vous ai parlé en introduction de Florence Delay. Florence Delay, donc grande traductrice de l'espagnol, a traduit une pièce de théâtre qui est considérée parfois comme l'ancêtre du Don Juan et qui s'appelle El Burlador de Sevilla. Et El Burlador de Sevilla, elle propose, pour traduire, donc de Séville, hein, évidemment, pour El Burlador, elle propose de traduire par le séducteur, mais elle propose aussi de traduire par l'abuseur. Donc vous voyez en fait que si vous chassez un mot par la fenêtre, par la porte, il risque de rentrer par la fenêtre. Voilà. Oui ? Pardon ? Comment avez-vous fait pour devenir rédacteur au service du dictionnaire ? Comment j'ai fait pour devenir rédacteur au dictionnaire ? À cette époque-là, je travaillais au lycée français de Berlin et j'essayais d'acheter Le Monde le plus souvent possible. Et j'ai vu une annonce dans Le Monde qui disait que l'Académie française cherchait des agrégés pour le service du dictionnaire.
J'ai posé ma candidature en m'appliquant beaucoup, en faisant une lettre de motivation tout à fait soignée, en essayant de ne pas laisser de faute d'orthographe dedans, et tout en me disant que j'allais jamais être pris, dans la mesure où tous les académiciens devaient avoir un petit neveu, à caser, et voilà. Et puis j'ai eu la chance d'être convoqué quand même à un entretien, et à l'issue de cet entretien, j'ai eu la malchance d'être classé second. Mais Dieu merci, la personne qui avait été classée première a refusé le poste. Et donc voilà, grâce à la gentillesse de cette personne, je me suis retrouvé au dictionnaire de l'Académie française et j'en suis fort content. Oui ? Oui ? Ah ben voilà, parce qu'on me vole ma question depuis tout à l'heure. Non, vous parliez des femmes à l'Académie, de Madame Delay, tout ça. Et où est-ce qu'il en est, le dictionnaire de l'Académie, au sujet de la féminisation? Est-ce qu'on peut dire une autrice, ou est-ce qu'on dit toujours un auteur, ou une professeure, un professeur? Alors, comment dire, ce que je vous disais, c'est que l'Académie française enregistre l'usage, et elle enregistre l'usage d'un temps donné. Donc, dans les premiers tomes de l'Académie française, les formes sont peu féminisées. Mais en 2019, l'Académie française, dirigée alors par Hélène Carrère-Dancos, a fait paraître sur son site un memento, un mémoire sur la féminisation des noms de titres et de fonctions, dans laquelle elle considérait que l'usage avait changé, qu'il était encore un peu flottant, mais que, dans la mesure où cet usage était flottant, acceptait plusieurs formes, les différentes formes, les formes féminisées et non féminisées, étaient employées et pouvaient s'employer. À cette époque-là, par exemple, Madame Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, se faisait appeler Madame le secrétaire perpétuel, tandis que sa consoeur de l'Académie des sciences se faisait appeler Madame la secrétaire perpétuelle. Avez-vous d'autres questions? Bien, alors, si, je ne sais pas, il nous reste du temps. D'accord. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous parler d'un point important, puisqu'on parlait tout à l'heure de Madame Carrère-Dancos, c'est que quand le dictionnaire de l'Académie française quand la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française a été ouverte, les académiciens étaient essentiellement francophones. Étaient tous francophones, mais étaient tous presque français, nés en France. Et une des révolutions de l'Académie française ces derniers temps, c'est qu'elle s'est incroyablement ouverte sur le monde. Et et cette ouverture sur le monde, elle est liée au fait que des étrangers qui n'ont pas eu le français comme langue maternelle, qui n'ont pas obligatoirement la nationalité française, ont souhaité venir à l'Académie française. Et ça, c'est une grande chance pour l'Académie française, et c'est une immense richesse pour l'Académie française. Alors, ça avait un petit peu commencé... Il y avait eu quelque chose d'intéressant en 1962, quand Joseph Kessel avait été élu. Joseph Kessel était élu au fauteuil du duc de la Force, et il avait dit ceci qui était vraiment intéressant dans son discours de réception. Donc Kessel parlait de lui. Et il disait ceci: « Or, pour remplacer le compagnon dont le nom magnifique a résonné glorieusement pendant un millénaire dans les annales de la France, dont les ancêtres, grands soldats, grands seigneurs, grands dignitaires, amis des princes et des rois, ont fait partie de son histoire d'une manière éclatante, pour le remplacer, qui avez-vous désigné? Un Russe de naissance et juif de surcroît, un juif d'Europe orientale. » Voilà, ça c'était en 1962, et Kessel... Voilà, donc Russe de naissance, juif d'Europe orientale, alors qui est aussi quand même, par la suite, qui avait été aussi l'auteur du Chant des partisans. Donc Kessel entrait à l'Académie française. Une vingtaine d'années plus tard, l'Académie accueillait un agrégé de grammaire
qui avait été aussi en même temps président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Quelques années encore, après le décès de Senghor, donc de l'Afrique noire, lui succédait une jeune femme, née d'un petit village d'Algérie, devenue brillante normalienne, qui s'appelait Hadja Djebar. Par la suite, c'est André Makin, né en Sibérie, qui a occupé son fauteuil. André Makin, le français n'était pas sa langue de naissance, mais il eut bientôt, grâce à sa volonté et à son talent, et dit-il aussi un peu de chance dans le testament français, il eut bientôt, pour reprendre un mot de Maurice Ruon, le français en partage. Par la suite, l'Académie a continué à s'ouvrir au monde entier. Vers l'Est, donc bien au-delà de la Sibérie de Makin, elle a accueilli le chinois Chiang. Ensuite, de l'Asie, mais beaucoup plus proche, elle a accueilli Amin Malouf, qui est devenu son secrétaire perpétuel à la suite d'Hélène Carrère d'Ancos, elle-même née hors de France et apatride jusqu'à l'âge de 21 ans, qui n'a commencé à apprendre le français qu'à l'âge de 4 ans. Par la suite, elle a accueilli aussi Michael Edwards, qui fut professeur dans les plus hautes universités anglaises et au Collège de France, et qui a le privilège d'être à la fois académicien français et sœur en Angleterre. Et puis, plus récemment, elle a accueilli, on avait, pour l'Est, ça allait, il nous manquait un peu l'Ouest, donc, même si Edwards était à l'Ouest avec l'Angleterre, mais maintenant elle s'est ouverte aux Amériques avec Dany Laferrière, haïtien et canadien, et plus récemment avec Vargas Llosa, qui, péruvien et espagnol, a demandé à entrer à l'Académie. Et puis, elle a aussi accueilli tout récemment, elle a accueilli ces dernières années Hoffmann et Mauricio Serra, l'italien. Si je parle d'Hoffmann et de Vargas Llosa, c'est parce qu'ils sont tous les deux prix Nobel, et que donc l'Académie française, qui compte normalement 40 membres, a 2 prix Nobel, c'est-à-dire 5% de son corps, ce sont des prix Nobel. Autant que je sache, il n'y a aucune institution, aussi savante soit-elle, qui compte un aussi fort pourcentage de prix Nobel en son sein. Mais surtout, ce qui me semble intéressant, c'est l'ouverture, vraiment l'ouverture. Tout à l'heure, on parlait de l'ouverture à des jargons ou à des choses comme ça. Il y a une ouverture sur le monde qui va évidemment aussi se traduire par son dictionnaire, qui va se traduire dans son dictionnaire, par contre. Évidemment, la francophonie s'élargit grâce à tous ces gens. Et c'est quelque chose d'important. Et puis, si je reviens à Vargas Llosa, ce qui me semble intéressant, c'est que parfois on critique, on dévalue un peu l'Académie française, c'est que cet homme, couvert d'honneur, considéré comme un des plus grands écrivains vivants d'Amérique latine, qui appartenait déjà à la Real Academia de Madrid, est demandé à entrer à l'Académie française. Et c'est d'autant plus intéressant si je fais la comparaison avec Hoffmann, c'est que jusqu'à présent, quand l'Académie française accueillait des Nobel, si c'était des scientifiques, ils avaient le prix Nobel avant d'arriver à l'Académie française. Pour les gens de lettres entraient à l'Académie française et par la suite, ils avaient le prix Nobel, ce qui arrivait à Mauriac par exemple. Et Vargas Llosa est le premier prix Nobel de lettres à rentrer à l'Académie française. Voilà, avez-vous des questions ? Comment ? Non, tous les sièges ne sont pas occupés parce que quand un académicien décède, il y a un délai de décence avant de publier son siège et les élections se font par ordre de décès. Et donc, non, là, je crois qu'il y a 3 ou 4 sièges vacants pour l'instant, mais qui vont être comblés au fur et à mesure par de nouvelles élections. Il y a en particulier le siège d'Hélène Carrère d'Ancos qui est vacant et qui sera à pourvoir dans pas cette année, dans les années à venir.
Avez-vous des questions ? Bon, alors écoutez, si vous le souhaitez, puisque vous avez parlé des postes à pourvoir, on peut parler un petit peu des élections. Alors les élections, c'est un moment important dans l'Académie française. Alors c'est, comment je vais dire, c'est quelque chose d'un petit peu ambigu parce que ça succède à un décès, donc c'est évidemment un petit peu triste, mais en même temps, voilà, c'est l'arrivée d'un nouvel académicien et c'est quelque chose d'un petit peu joyeux. C'est quelque chose de difficile, les élections à l'Académie française, parce que il y a... Comment dire, Lévi-Strauss aurait bien aimé parler de rite de passage avant d'entrer à l'Académie française. Les académiciens, les postulants, doivent faire ce qu'on appelle une visite aux académiciens. Alors, imaginez la difficulté de l'exercice. Vous devez aller voir un grand écrivain, un écrivain reconnu en tout cas, parce qu'il a écrit, il est à l'Académie française. Vous devez aller le voir et... vous devez lui expliquer à quel point ce serait bien pour l'Académie française que vous entriez à l'Académie. Et comment dire, le duc de Castres, a écrit un livre qui s'appelle La vieille dame du Quai Conti, et dans lequel il rend compte de la difficulté d'exercice. Il dit ceci: le problème n'est pas pour le visiter, mais bien pour le visiteur qui se fait ordinairement juger sévèrement. S'il parle de lui, il se perd. S'il n'en parle pas, c'est de l'affectation. S'il ne loue pas l'œuvre de l'homme qui est en face de lui, c'est qu'il l'ignore, ce qui est impardonnable. S'il la loue trop effrontément, il est considéré comme un vil flatteur. S'il parle trop, c'est un bavard. S'il ne parle pas, c'est un demeuré. Vous voyez la difficulté de l'exercice. Alors, depuis qu'il y a des femmes à l'Académie française, les femmes sont dispensées de ces visites. Et il arrive aussi quelquefois que le postulant, c'est ce qu'avait fait François Viergans, par exemple, ne fasse pas de visite, mais écrive une lettre personnelle à tous les académiciens pour les informer de sa candidature. Alors, pour la candidature, par contre, elle doit aussi être adressée au secrétaire perpétuel qui l'annonce en séance. Quand une personne est candidate, il y a évidemment ce qu'on appellerait des tractations de couloir, mais aucun académicien, les académiciens n'ont pas le droit d'engager leur voix. Et il y a quelques années, vous vous en souvenez peut-être, entre 5 et 10 ans, il y avait un tout jeune homme qui avait 16 ans, qui avait envoyé une lettre à l'Académie française pour poser sa candidature, je ne sais plus pour quel poste. Et l'académicien Jean-Marie Roire avait dit qu'il trouvait ça sympathique et qu'il allait voter pour lui. Mais il l'avait dit dans la presse. Et il s'était un peu fait réprimander dans la mesure où on n'engage pas sa voix. Il n'y a pas le droit. Alors évidemment, il n'y a pas le droit de le faire publiquement, mais on peut toujours le faire, le faire comment je vais dire, le faire en privé avec la personne. Cela dit, comme l'avait dit quelqu'un, c'est le genre de promesse qui n'engage que celui qui y croit. Il y avait un académicien qui avait eu un mot très très méchant parce qu'il avait promis à un candidat qu'il allait voter pour lui. Et en fait, il n'avait pas voté pour lui, le candidat s'en était plaint. Alors, je ne sais pas comment il l'avait su, parce que les élections sont à bulletin secret quand même. Et l'académicien avait répondu, fort méchamment, mais de manière assez brillante, je lui avais déjà donné ma voix, je lui avais déjà donné ma parole, je n'allais pas en plus lui donner ma voix. Alors, comment dire, il y a... Si vous souhaitez avoir des renseignements sur les élections à l'Académie française, il y a une mine qui est vraiment importante, c'est le bloc-notes de Mauriac. Parce que Mauriac a été académicien pendant 35 ans, et il a connu de l'Académie de l'intérieur, mais il a même vu, ce que pouvaient être les débats académiques bien avant. Vous savez, Jean-Luc Barré a écrit une biographie de Mauriac qui est tout à fait extraordinaire. Et dans cette biographie, il parle de Mauriac
Alors, à l'époque où il préparait le concours d'entrée à l'école des Chartes, vous savez, il était au 104 rue de Vaugirard, d'un foyer d'étudiants, où allait quelques années après lui un jeune provincial aussi, du nom de François Mitterrand. Et Barré écrit: c'est ici que François Mauriac, à peine débarqué à Paris, dira avoir reniflé pour la première fois l'atmosphère du quai Conti en observant un soir de conférence les ravages de l'ambition académique sur un saint prélat, Monseigneur Baudrillard, finalement élu en 1918, le recteur de l'Institut catholique, écumant de fiel après avoir été évincé par un autre prétendant, Monseigneur Duchesne. Hein, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose. Être élu ou surtout être battu à l'Académie, c'est quelque chose qui peut être très fort, à tel point que, vous savez, quand un académicien est élu, il a un discours de réception, et que, par exemple, l'écrivain Paul Guth, qui avait été battu régulièrement, à chaque fois qu'il s'était présenté à l'Académie française, avait écrit un discours de déception, parce que pour clore un peu la chose, tellement il était embêté. Alors après, comment dire, théoriquement, les académiciens sont élus pour leur mérite. Hein. Alors c'est pas toujours le cas. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, mais peut-être plutôt pas, d'un certain Armand de Cambou. Armand de Cambou, il a laissé son nom dans l'histoire de l'Académie, pas à cause de la qualité de ses œuvres, mais parce qu'il a été élu à l'âge de 16 ans. Et il n'avait encore rien écrit, il n'a rien écrit après, mais il était l'arrière-petit-neveu de Richelieu. Et voilà, ceci explique cela. Et voilà, comme l'Académie est bonne fille, ses deux fils lui ont succédé l'un après l'autre au fauteuil. Mais ordinairement, quand même, c'est plutôt pour la qualité que les gens sont élus, même s'il y a parfois des luttes d'influence. Au XVIIIe siècle, il y a évidemment eu une lutte entre les tenants, ce qu'on pourrait appeler les classiques, et puis le rang des encyclopédistes un peu. Et en fait, la lutte a été gagnée quand d'Alembert a été élu, puisque lui-même est devenu par la suite, secrétaire perpétuel. Alors, si la voix du secrétaire perpétuel ne compte que pour une voix, hein, c'est le primus inter pares, mais sa voix a le même poids que les autres. Mais ça dit, c'est important, c'est bien qu'il y ait un secrétaire perpétuel. C'est Maurice Genevoix qui le raconte dans La Perpétuité. Il écrit un livre, donc La Perpétuité, où il parle des 15 ans où il était secrétaire perpétuel. Et vous savez, il y a quelque chose, une chose qu'on dit en psychologie, c'est que ce qui nous arrive de bien, en général, on considère que c'est grâce à nos mérites et à nos qualités propres. Et que ce qui nous arrive de moins bien, en général, c'est un peu la faute des autres. Et Genevoix explique que pendant longtemps, il a vu beaucoup de confrères dire à des candidats qui avaient été battus, vous savez, le secrétaire perpétuel ne vous aime pas. Et voilà, ce qui permettait d'éliminer tout ça. Alors ensuite, il y a eu aussi des conflits au XIXe siècle. Entre les classiques et les modernes. Et c'est pareil, c'est avec Victor Hugo qui n'a pas été élu à la première fois qu'il s'est présenté. Quand Victor Hugo a été élu, par la suite, les choses se sont arrangées. Dans les débats qui ont eu lieu par la suite, il y a eu, après, c'était les oppositions entre l'Église et les non-religieux, ou en tout cas ceux pour qui le fait religieux était moins important. Il y a eu une crise qui a culminé quand Émile Littré a été élu à l'Académie française, et Émile Littré était le premier à se prétendre et se présenter comme athée, à être élu à l'Académie française. Alors, il y avait un autre académicien un peu connu, sur lequel on a fait des chansons d'ailleurs, qui s'appelait Monseigneur Dupanloup, qui avait dit que si Littré entrait à l'Académie française, il démissionnerait. Alors, on ne peut pas démissionner de l'Académie française, mais on peut cesser de venir. L'Église a fait comprendre à Dupanloup que malgré tout, il serait plus utile en étant à l'Académie qu'en n'y étant plus. Au cours du XXe siècle,
il y a eu des débats. Ah oui, pardon, juste avant, j'oublie. Vous savez sans doute qu'on a reproché à l'Académie de ne pas avoir élu Balzac et de ne pas avoir élu Victor Hugo. Alors, Balzac, c'est parce qu'il était toujours à la limite de la prison pour faillite, dans la mesure où ses aventures autres que littéraires ne marchaient généralement pas. Vous savez, il a essayé d'être éditeur, imprimeur, et généralement il a fait banqueroute. Et Zola, c'est parce que on avait toujours un peu peur qu'il soit condamné pour pornographie. Cela dit, il est arrivé à une élection quand même que Zola ait 13 voix. Ce qui montrait qu'il y avait quand même un certain nombre d'académiciens qui considéraient que c'était un écrivain de valeur. Après, au début du XXe, il y a encore la droite catholique qui a un poids important dans l'Académie française. Et il y a un académicien qui s'appelle René Bazin, alors qui maintenant est surtout connu pour avoir été l'oncle d'Hervé Bazin, mais qui était un grand romancier qui a écrit entre autres un très très bon roman qui s'appelle La Terre qui meurt. Et Mauriac avait hésité à se présenter après au fauteuil de Bazin, en considérant que Bazin était un romancier catholique. Alors Mauriac, lui, préférait se faire appeler catholique romancier, et que, d'une certaine manière, ça aurait été très bien qu'il remplace. Et en fait, Mauriac ne s'est pas présenté à cette élection parce qu'il pensait que la droite catholique ne voudrait pas de lui. En fait, qu'il ne trouverait pas assez de voix pour le soutenir. Et quand Mauriac a été élu en 1933, en fait, une partie des académiciens l'ont élu, évidemment grâce à ses qualités d'écrivain, mais c'était un grand écrivain. Il avait eu le grand prix du roman de l'Académie française, mais il avait une qualité qui, aux yeux de certains, était encore plus intéressante, c'est qu'il venait d'avoir un cancer de la gorge, et on se disait qu'il ne dérangerait pas très longtemps au fond, et qu'il valait mieux l'avoir avec soi plutôt que de le laisser à côté. Alors les gens se sont trompés. Ce qui est un peu amusant, c'est que les gens qui ont voté contre Mauriac, en ne l'aimant pas beaucoup, c'est pour une grande partie le clan catholique, et ils auraient dû savoir que bien longtemps avant, il y avait eu un pape qui s'appelait Jean XXII, qui s'était fait élire en disant qu'il était malade et qu'il allait mourir bientôt. On s'était dit, on va en faire un pape de transition. Il a régné 18 ans. Bon, Mauriac, il a régné 2 fois... Enfin, il a été avocat, il a été à l'Académie 2 fois plus longtemps. Et Mauriac a essayé de combattre autant qu'il a pu, quand il était à l'Académie française, la montée du parti des Maurrassiens, si je puis dire, mais il n'a rien pu faire. Mauriac a été évidemment déçu de l'attitude d'un certain nombre d'académiciens pendant la guerre, même s'il a considéré que certains, comme Duhamel, avaient un peu sauvé l'honneur de l'Académie. Et à la fin de la guerre, Mauriac a essayé de faire rentrer des gens comme Camus, Giono, Sartre, Aragon. À l'Académie, il n'a pas réussi. Il aurait voulu avoir aussi Marcel Aimé. Il n'a pas réussi. Il a mieux réussi avec Claudel et Pagnol. Et Et Mauriac a toujours suivi très attentivement les élections à l'Académie française, et il a écrit cette chose qui est assez drôle et qui est bien dans son esprit, comment je vais dire, avec... on ne va pas dire qu'il était taquin, mais on va dire qu'il avait une méchanceté brillante, puisque après l'élection de Paulan, Mauriac a écrit « C'est formidable, l'élection de Paulan, c'est vraiment quelque chose de formidable, l'Académie se renouvelle, elle se renouvelle comme l'Église, c'est vraiment bien. » Voilà. Mais, il a ajouté « Mais si on élit des gens bien maintenant, on n'aura plus de candidats. » Voilà. Avez-vous des questions sur les élections? Oui? Oui? Pourquoi est-ce que les femmes étaient dispensées de visite? C'est parce que, voilà, comment je vais dire, il y a toujours des mauvaises langues et des mauvais esprits qui supposaient qu'elles auraient peut-être
essayer d'obtenir les faveurs des académiciens autrement que par leur qualité littéraire. Oui? Comment? Est-ce que vous pouvez parler plus fort, mademoiselle? C'est que quand personne se présente pour un siège d'académicien, comment on fait pour représenter? Si personne ne se présente? Oui. Enfin, je veux dire quand il y a les élections. Enfin, si personne ne se présente. Eh ben, pour qu'il y ait des élections, il faut que quelqu'un se présente. Par contre, il arrive que personne ne soit élu. Dans ce cas-là, on parle d'élection blanche, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un académicien qui finit par avoir la majorité, il y a une élection blanche et on reporte l'élection à une date ultérieure, en espérant qu'il y aura de nouvelles candidatures ou qu'il y aura de nouveaux arrangements qui permettront de dégager un consensus sur un nom. Oui? Oui, on est des fonctionnaires de l'État. On a un peu, comment je veux dire, on n'est pas rattaché à l'Académie française, on est rattaché à l'Institut de France. L'Institut de France est considéré comme un établissement d'enseignement supérieur. Et donc, statutairement, on est ce qu'on appelle des pragues, c'est-à-dire des professeurs agrégés détachés dans le supérieur. Des académiciens? Alors, dans toutes les choses formidables qu'il y a sur le site, il y a la liste des académiciens avec leur nom, leur date d'élection et leur date de naissance. Donc, je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge, mais si vous y allez, vous faites le calcul et vous trouverez la moyenne d'âge. Le plus jeune a moins de 50 ans, les plus âgés ont plus de 90 ans. Oui ? Comment? Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'au moment de la Révolution française, comme au XIXe siècle, différents changements de régime, est-ce que ça s'est traduit à l'Académie française comme ça peut se traduire à l'épuration? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Vous voulez bien le donner? Après on arrête? D'accord, ok. Je sais pas, ça n'a pas été trop long. Oui, ça y est, j'ai un micro. Est-ce que lors de la Révolution française ou des différents changements de régime qui ont été nombreux au XIXe siècle, est-ce qu'il y a eu des phénomènes un peu comparables à ce qui s'est passé à l'épuration? Alors oui. Comment dire, l'Académie a été supprimée pendant un certain temps et après, Napoléon a créé ce qu'on appelait les classes de l'Institut. Il y avait une classe de littérature dans laquelle on a trouvé des académiciens françaises, mais il y a eu des gros bouleversements à cette époque, c'est-à-dire qu'il y a eu des académiciens qui ont été chassés, qui ont été réélus par la suite. Il y a plusieurs académiciens qui ont été élus 2 fois, et puis en 1816, l'Académie, avec les restaurations, l'Académie a été rétablie et à partir de ce moment-là, elle est restée stable. Ce qu'elle a gagné, si je puis dire, à la Révolution française, c'est qu'elle est passée elle était au Louvre auparavant et c'est depuis cette époque qu'elle est installée à l'Institut de France et que les réceptions se font sous la coupole qui est devenue maintenant l'emblème de l'Académie française. Alors, on a la plus grande estime pour nos éminents confrères du Larousse et du Robert. Comment dire? Évidemment, on les consulte, de même que eux consultent le dictionnaire de l'Académie française. Les dictionnaires sont aussi des témoins de l'usage, donc il est important qu'on consulte nos confrères et nos confrères nous consultent également.